Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est un nouveau numéro. Je l'ai toujours reçu et j'aime bien le recevoir parce que j'aime bien l'écouter. Il est doté d'une intelligence très très avancée, d'une sagesse, mais surtout d'une maîtrise de son sujet. Il est coach, au-delà du fait qu'il soit coach, il est d'abord pasteur, il est consultant, il est doctorant, et je crois qu'il prépare même sa thèse déjà sur la diplomatie et les relations internationales. Aujourd'hui, son nom est connu dans le milieu politique de réflexion et dans le milieu de prédication. Le docteur Silas Makangu, auteur de plusieurs ouvrages, nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Docteur, comment allez-vous? Très bien, Christian Bossembe. Alors, ça a toujours été un grand honneur pour moi de vous recevoir parce qu'après, les cerveaux tournent à une vitesse assez extrêmement poussée. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question simple. Et elle est provocatrice, ma question, mais je crois qu'elle est importante. Comment va l'Église aujourd'hui? L'Église du Congo. L'Église du Congo, en toute honnêteté intellectuelle, avec beaucoup d'humilité, l'Église ne va pas trop bien. Parce que vous dites pas trop bien. Oui, parce que cette Église, elle est plurielle. Ouais. Elle est plurielle, composée de plusieurs individus. Mais nous ne devons pas seulement commettre l'erreur en termes de jugement, de pouvoir placer le curseur souvent sur ce qui ne va pas ou sur ce qui choque. Mais au-delà de ce qui choque, au-delà de ce qui blesse les sensibilités, au-delà de ce qui frise l'immoralité, il y a quand même un aspect qui est latent, silencieux. Voilà pourquoi je dis pas trop bien. Alors, je ne veux pas dire l'Église ne va pas bien. Très bien, on comprend que l'Église ne va pas trop bien. Mais le problème, il est où? Est-ce que le problème, c'est le message ou le messager? Le problème est avant tout un problème d'homme. On peut avoir un très bon message, mais si le messager n'a pas été assez préparé, assez lucide pour comprendre les implications du message qu'il est censé apporter, c'est-à-dire il y a une transformation en amont que le messager doit lui-même prouver afin de rendre crédible son message. Pourquoi? Parce qu'en communication, vous êtes très bien placé pour le savoir, c'est que les gens ne vous écoutent pas seulement, les gens vous voient. D'ailleurs, ce que vous êtes, la manière dont vous faites les choses, communique aussi. Donc, il ne suffit pas d'être porteur d'un message, il faudrait de soi-même devenir une bonne partie de son message. Et devenir une bonne partie de son message nécessite à ce que les messagers passent par un rouage de formation, d'information et de transformation. Et ces rouages nécessitent des cadres d'entraînement, des cadres de formation, des écoles théologiques, des écoles ministérielles, parce que la grande difficulté qu'on aura toujours avec l'Église, c'est que toutes les autres professions nécessitent en amont une formation. On ne peut pas se lever un matin et commencer à organiser un garage chez soi. Il faut apprendre la mécanique. On a besoin d'un maître pour apprendre. On ne peut pas devenir un journaliste ou un avocat comme vous l'êtes journaliste sans vous avoir été formé. Vous comprenez? Ça fait plus de 12 ans que je fais des émissions avec vous. Je sais voir l'évolution. Et malheureusement, c'est que quelqu'un peut se lever le matin et dire « Dieu m'a appelé ». Nous n'avons pas le droit ou le pouvoir d'authentifier son appel, si ce n'est que dans les temps et dans les fruits qui l'accompagnent. Mais même si ces fruits aujourd'hui ne nous convainquent pas, nous savons qu'avec le temps, il peut y avoir une amélioration. Ce qui fait assez que la formation pour les hommes de Dieu devient une nécessité. Ce n'est plus une question de luxe ou de conviction.
C'est une question désormais d'efficacité. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne parce que vous avez parlé d'autres choses que je trouve assez fondamentales. Vous parlez de la formation, mais en même temps, vous parlez du niveau de ce messager. Oui. Revenons, parlons du messager avant de parler du message. Le messager lui-même, doit-il suivre quelle formation? Parce que pour certaines personnes, la théologie est une vague de perdition, c'est une volonté des hommes, une créature ne peut pas apprendre comment le créateur fonctionne, ainsi de suite. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que la théologie ajoute dans le messager? C'est vrai, il y a beaucoup de polémiques sur cette question de la théologie, est-elle divine, est-elle biblique, ainsi de suite. Généralement parce que nous avons une très mauvaise définition de la théologie. La théologie n'étudie pas Dieu. La théologie étudie les choses de Dieu, entre guillemets. Ce qui signifie, l'on ne peut pas prétendre servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Ok? Si l'on dit que la théologie n'existait pas, ne devait pas exister, la Bible n'existerait pas. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre la Bible et la théologie, parce que la théologie, c'est la compréhension que quelqu'un a de la Bible et que quelqu'un a de Dieu. Mais lorsqu'on tombe sur une mauvaise théologie, on a une mauvaise perception de Dieu et de la Bible. Ah, donc il y a une bonne et puis une mauvaise théologie. En effet. Ok, c'est quoi la bonne et la mauvaise? La différence? C'est déjà pour vous dire que l'on n'a pas besoin de se plaindre de la crainteté que le christianisme n'est pas bon. C'est un problème avant tout théologique, un problème de paradigme, la compréhension que nous avons de Dieu. Je vous donne un simple exemple. Quand vous parcourez la plupart des nations africaines, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une très mauvaise perception de Dieu et de ses préceptes, partant du fait que on demande à Dieu, ok, que Dieu fasse pour nous ce que Dieu attend de nous. Ok? Et on l'a prêché comme ça. Ainsi, vous entendrez, nous disons souvent, alors que le likambo en question, Dieu attend à ce que nous le fassions. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une grande réunion, on discutait, on priait pour la nation, et j'ai entendu tout le monde dire, Mboko eza nzambe, Mboko eza nzambe, Mboko eza nzambe. Je me suis levé, j'ai dit, si on continue avec cette théologie, ce n'est pas normal, c'est ce qu'il faut faire, c'est que nous continuons à patauger dans la misère et dans la précarité. Le pays n'appartient pas à Dieu, le pays appartient aux Congolais parce que c'est un don que Dieu a donné aux Congolais. Si le pays appartient à Dieu, et alors à qui appartient la France, à qui appartient le Nigeria, à qui appartient la Chine, à qui appartient l'Ukraine? Les pays sont des dons que Dieu a donnés aux habitants de ces terres-là. Donc, ne pas reconnaître que les pays vous appartiennent d'abord, quelque part vous vous déresponsabilisez. Vous fuyez vos responsabilités aussi longtemps que vous ne comprenez pas que c'est un don que Dieu vous a donné et vous avez le devoir de les rendre meilleurs, habitables pour vous aujourd'hui, mais aussi pour les enfants de vos enfants. Est-ce que ce n'est pas un concept, ce n'est pas contextuel que les gens le disent? Parce que peut-être que les gens... c'est justement, quand les gens disent quelque chose contextuellement, il faudrait maintenant vous poser la question si ce qu'ils disent contextuellement n'a pas un lien avec leur imaginaire. D'accord. Vous comprenez? Parce que si cela repose dans leur imaginaire, alors ils sont à côté de la plaque. À côté de la plaque. Alors, la bonne théologie, elle est laquelle? La bonne théologie, à mon avis, bibliquement parlant, la bonne théologie, déjà quand je dis à mon avis, ça dit ma théologie, ma perception de comprendre les choses, c'est qu'il y a un Dieu créateur, ok, qui tend à réconcilier sa créature avec lui-même. Et il l'a fait au moyen de son Fils Jésus-Christ qui meurt à la croix. Il nous réconcilie par les moyens du salut, nous devenons enfants de Dieu. Bien que tout homme est une créature de Dieu. Et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un certain nombre de principes et de règles qui nous sont présentés et nous sommes censés vivre partant de ces règles. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses préceptes, ses règles, ainsi de suite, l'Éternel Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations. Ok, il vous bénira dans la ville, il vous bénira dans les champs. Déjà, vous constaterez que la bénédiction est tributaire à l'obéissance des lois de Dieu. Donc, on ne peut pas être béni parce qu'on demande à Dieu la bénédiction. On est béni parce qu'on accomplit une loi de Dieu. Mais comment accomplir cette fois-ci une loi de Dieu si j'ignore même la loi de Dieu? Et c'est là maintenant que l'Église est censée jouer son rôle, celui de présenter aux enfants de Dieu quelles sont les exigences de Dieu. Faites ceci, ne faites pas ceci, parce que si vous faites ceci, vous attirez la malédiction de Dieu. Si vous faites ceci, vous attirez la bénédiction de Dieu. Voyez-vous? Alors, Dieu qui place, il dit, je vous bénirai dans le champ et je vous bénirai dans la ville. Ce qui signifie que Dieu pense
que ce que nous travaillons dans les champs, ce que nous produisons dans les champs, doit être échangé dans la ville. C'est-à-dire, il y a déjà une transformation parce qu'on n'amène pas dans la ville la chose telle qu'on l'a sortie de la terre. Il faut la nettoyer, il faut la transformer, ainsi de suite. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15 dit, « Les travail de l'insensé les travaille parce qu'il ne sait pas comment aller dans la ville. » Donc, il y a un plus-value. Il y a une transformation de ce que nous recevons naturellement de notre terre. Nous la transformons, ainsi nous sommes bénis. Par exemple, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, la plupart des pays africains qui sont détenteurs de certaines ressources sont moins pauvres que ces pays qui les transforment. Vous allez par exemple vous rendre compte que ce sont des pays tels que la Belgique, l'Hollande et consorts qui s'enrichissent avec le chocolat, alors que c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire qui produisent et même la RDC d'ailleurs. Et même la RDC. Donc pour dire bénir dans les champs, c'est bénir ce qui a été placé dans la terre. Maintenant, quand vous la transformez, vous l'envoyez en ville pour la vendre, pour l'échanger. La Bible dit encore que l'insensé dort, le paresseux dort affamé parce qu'il ne sait pas comment rôtir son gibier. Il a tué un gibier, mais puisqu'il ne peut pas le manger tout entièrement aujourd'hui, il faudrait le conserver. La conservation nécessite un degré d'intelligence, un degré de savoir. Et maintenant, si vous n'avez pas ce degré de savoir, donc, ce que vous avez aujourd'hui, vous serez obligé de les jeter parce que ça connaîtra la décomposition par la pourriture. Donc, cette théologie-là, c'est celle qui met l'homme au centre de toute chose. Donc, cette théologie de la responsabilité. La théologie de la responsabilité. Je viens encore de Genèse chapitre 2, le verset 5. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'un des versets qui m'a beaucoup aidé. Et j'insiste souvent quand je discute avec les enfants de Dieu, même les amis pasteurs, c'est que la Bible dit ceci. Quand l'Éternel créa le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste, aucune plante sur la terre. Et pourtant, il a fini. Il dit pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, car il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Ce qui fait que le fait qu'il n'y ait pas d'homme a amené Dieu à ne pas faire descendre la pluie. Parce que si la pluie descend, l'herbe va pousser. Et si l'herbe pousse, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour l'entretenir. Ce qui signifie quelque part que Dieu peut se voir bloqué par manque d'hommes. Dieu peut se voir bloqué parce que la qualité des hommes qu'il y a sur place ne correspondent pas, n'ont pas les niveaux requis pour les programmes que Dieu voudrait. Mais ça, c'est formidable. Ouais. Ça peut résoudre le problème de la RDC. Bien sûr, ça peut résoudre les problèmes de la RDC, comme les problèmes de tous les autres pays. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous n'avons pas d'abord un problème de démons, nous n'avons pas d'abord un problème d'ennemis, nous avons d'abord un problème d'hommes. De mentalité. Problème de mentalité. Quand je dis d'hommes, c'est pas un problème démographique. Nous avons une population très jeune, très riche. Mais il faudrait maintenant faire à ce que cette population soit mutée ou muée, se transforme en capital humain. Oui. Or, les enfants sont ceux que les parents donnent dans des maternités. Le capital humain, c'est ce que l'État fait de ses enfants. Et cette transformation passe par les systèmes éducatifs. Quand je dis système éducatif, je vois l'école, je vois la famille, je vois l'université, je vois l'église, je vois la société et je vois les médias. Donc, faire à ce que le peuple devienne un capital humain, peu importe son nombre, peu importe son âge, ainsi de suite. Voyez-vous? Alors, mais ce qui est bien, parce que toujours dans la transformation des enfants, je veux dire des hommes au capital humain, c'est exactement ce qu'a fait la Turquie, par exemple, avec sa démographie. C'est dit, on va qualifier la main d'œuvre, comme ça on aura Thierry Mugler ici, on aura Yves Saint Laurent, on aura toutes les grandes sociétés de vêtements, ils viendront chez nous. Vous savez, la Turquie, comme en Indonésie, en Malaisie, la Turquie est un grand exemple. J'aime bien la Turquie, j'aime bien et j'ai beaucoup d'admiration pour Erdogan. C'est un grand exemple. Pour que cela arrive, il faudrait au départ un idéal, une vision. Parce que vous ne pouvez pas faire des efforts si vous n'avez pas défini le but escompté. Il faudrait qu'un but soit... Sinon, ça sera comme on était enfant. On jouait pendant la récréation, on joue au ballon, mais il n'y a pas de poteau. Voyez-vous? Donc, tu vas bien dribbler tous les amis. Mais après, tu ne marqueras pas le but, quoi. Tu ne marqueras pas le but. Erdogan a décidé de ressusciter, d'aller dans le centre de ce qui hier était l'Empire ottoman. Cet empire qui a exercé une grande hégémonie sur la terre, dans les concerts des nations. Il dit, je vais ressusciter. Voyez-vous? Il dit, je vais ressusciter. Comme Poutine d'ailleurs, ressusciter l'ex-URSS. C'est-à-dire,
l'histoire peut devenir, les cimetières de votre histoire peut devenir un lieu de renaissance. Alors quand Erdogan voit les choses de cette manière, il met maintenant en place, parce qu'il s'est dit, il faudrait des hommes formés. Et pour que les hommes soient formés, il faudrait faire de notre pays un carrefour. C'est extraordinaire. Quand vous arrivez à l'aéroport de Turquie, d'Istanbul, vous verrez, on écrit, c'est ici que le monde se rencontre. Même à l'avion, là, le pilote vous dit déjà, nous sommes arrivés à Istanbul, la ville où le monde se rencontre. Voilà. Et puis effectivement, vous rencontrez toutes les civilisations là-bas. Toutes les civilisations. Ouais. Vous comprenez? Les pays les plus islamiques au niveau de l'Europe, mais hélas, ils ont compris comment faire à ce que leur islam, leur religion ne soit pas un frein. Voilà. Aujourd'hui, à travers le monde, vous comptez plus de 100 écoles turques. 100 écoles turques. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour être grand, il faudrait aussi vendre notre culture. Exact. Et aujourd'hui, ils sont dans nos vélas, ils battent les records, c'est les séries les plus fortes aujourd'hui. C'est le plus prospère, la plus prospère aujourd'hui, qui ne suit pas Novelas. Même aux États-Unis. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il faudrait aller conquérir le monde. Ouais. Mais pour conquérir le monde, il faudrait se définir. Parce qu'on ne va pas faire les efforts en vain. Il faudrait canaliser ces efforts. C'est quoi? Ok, on ne va plus s'appeler l'Empire ottoman, parce qu'il y a tout ce qu'il y a à boire et à manger, mais néanmoins, nous voudrons être maintenant cette nation où le monde se rencontre. Et effectivement, le monde se rencontre. Aujourd'hui, nous avons, docteur, vous le savez mieux que moi. Pas plus loin que votre bureau ici, vos bureaux, vos installations. Combien de magasins turcs il y a? Bien sûr. Et puis, combien de restaurants turcs voilà. il y a? Donc, vous prenez ça dans ma bouche, en tout cas. C'est exactement ça. Tous les vêtements que nous mettons aujourd'hui, dans votre garde-robe, vous trouvez un truc turc. Dans vos ustensiles, vous trouvez un truc turc. À un moment donné, je me dis, comment ils ont fait, docteur? Ils ont fait parce qu'ils ont pensé la puissance. Et quand on pense la puissance, il y a plusieurs voies. Soit vous recourez à ce que nous on appelle le hard power, soit vous recourez à ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, c'est cette puissance d'imposition, de néocolonisation, mais qui ne recourt pas à la force, qui ne recourt pas à la puissance militaire. Oui, comme la Chine l'a fait. Comme la Chine l'a fait, comme la France l'a fait au travers des alliances franco, ainsi de suite, congolaises, ainsi de suite, comme la CIA l'a fait, ainsi de suite. En fait, les autres ont compris. Ils ont pris ce qui était les leurs. Ils ont dit, nous allons les propager. Nous allons mettre les moyens. Novelas, on met les moyens. Oui. On invite les meilleurs. On va à Hollywood. On envoie des stagiaires. Ils apprennent, ainsi de suite. L'habillement, ok. On va faire mieux que la Chine. Mieux que la Chine, en tout cas. On va faire mieux que la Chine, ainsi de suite. Et vous avez vu la démonstration de Fox quand le président Erdogan est venu. Le nombre de flottes qui l'ont accompagné. C'est-à-dire, il est fait exprès. Vous comprenez? Il arrive quelques jours avant que le roi belge n'arrive. Le roi belge devait venir. Mais Erdogan, quand il arrive, il lance un message de puissance, un message diplomatique et aux Congolais et aux autres nations. Il vient avec autant d'hommes d'affaires. Il vient avec, on nous parle de 3-4 avions. Ok? C'est pour dire, il a compris comment fonctionne le monde. Ils ont le plus grand aéroport du monde, donc c'est ça ce que j'ai appris. C'est le plus. Moi, j'ai passé toute une nuit, mais je ne me suis pas rendu compte que j'ai pas vu l'heure passer. Au fait, je savais pas s'il était minuit, est-ce qu'il était 2 heures. On n'a pas vu ça. Des hôtels à l'aéroport, donc c'est tout ça. Pourquoi? Parce que il y a une vision. Alors, comme on parle d'Erdogan, c'est intéressant puisqu'on parle de la religion aussi. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Erdogan, c'est un mentoré. Erdogan, c'est un protégé d'un de ses imams. Ok. Je n'ai pas les noms en tête tout de suite. Comment on les appelle en islam? Les Tchèques. Je crois quelque chose comme ça. Les Tchèques qui sont généralement un savant. Ok. Un savant qui dit à Erdogan, selon sa compréhension, voilà la vocation spirituelle de la Turquie. Voilà ce que tu vas faire. C'est par exemple lui qui a insisté sur la nécessité de placer des écoles turques à travers le monde aujourd'hui. Dans presque toutes les grandes villes, ici je ne sais pas si l'école existe encore, il y avait une école turque. Partout ailleurs. Vous comprenez? C'était pour eux un moyen facile de gagner. Et là vous comprenez qu'il y a un religieux qui accompagne un politique.
Vous comprenez? Il y a un religieux qui accompagne un politique. Aujourd'hui, quand vous allez en Chine, vous n'allez pas écouter Xi Jinping, vous n'allez pas écouter même Mao à l'époque sans les entendre recourir aux enseignements de Confucius, sans les entendre recourir. C'est leur fondement, c'est leur boussole. Fondement. Alors, chaque nation a ce qu'il a reçu. Nous avons le privilège d'avoir reçu Dieu, Christ. Ok? Mais les problèmes qui se posent, qu'est-ce que les hommes spirituels murmurent aux oreilles des hommes politiques? Mais parce que vous entretenez des conflits. Pasteur, docteur, je voudrais qu'on revienne avant de parler du conflit. Parlons du cas de Dubaï, par exemple, qui en 1975, quand nous, on était encore en train de trôner, Dubaï, c'est un désert. Personne ne voulait aller là-bas. Oui. Mais comment aujourd'hui le président congolais est à Dubaï, les autorités camerounaises sont à Dubaï, et tout le monde est là. Et l'avantage dans tout ça, docteur, c'est que ils sont sur le désert, mais ils voient de l'herbe et de l'eau à Dubaï, par exemple, les immeubles à 47 niveaux, 70 niveaux, mais de l'eau va jusque là. Ben ici, chez vous, la maison basse, l'eau n'arrive même pas, non, alors que vous êtes à 2 mètres du fleuve. Je me rappelle, quelqu'un, je sais plus qui dit, quand je suis sur mon balcon, je vois le fleuve. Oui. Mais je ne sais pas voir cette eau chez moi à la maison. Comment on l'explique? L'homme. D'accord. L'homme. Il y a un ouvrage, Ma Vision. Le titre, c'est Ma Vision, écrit par un des princes, l'actuel dirigeant, le prince qui dirige Dubaï. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai acheté cet ouvrage au Ghana, à Accra. Il dit, comment est-ce qu'ils ont dit? Au fait, Dieu n'est pas injuste de nous donner une terre désertique. Mais c'est parce qu'il nous a fait confiance. Voyez-vous? Parce que vous voyez la perception déjà. Voilà. En fait, ils sont parvenus là. Non, on aurait dit que Dieu est injuste, il nous a donné une terre désertique, elle n'est pas arable, ainsi de suite, et puis la démographie est très faible. Ils ont dit non, Dieu nous a plutôt fait confiance. Donc ils ont vu dans l'obstacle une grande opportunité. Ah d'accord. Et ça, c'est aussi la force du chinois, pour qui le mot crise n'existait pas, remplacé par opportunité. Voyez-vous? Et ils ont donc à chaque fois que vous dites obstacle, les Chinois entendent opportunité. Vous comprenez? Même la famine constitue une opportunité. Bien évidemment, la maladie, une opportunité, la mort, une opportunité. Donc tout est opportunité chez eux. L'animosité que nous subissons de certains pays voisins, une opportunité pour nous remettre en cause. Oui. Mais le problème, c'est que nous choisissons les lamentations en lieu de réflexion, en lieu et place de réflexion. Alors, Dubaï, comme vous le dites, Christian Bossembe, c'est que, je dirais, Dieu a créé les déserts, ces Arabes de l'Émirat ont créé Dubaï. Dubaï, c'est la preuve que quand on a de l'abnégation, quand on a une vision claire, on peut parvenir à changer. Et ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, il dit que le Nigeria a plus de réserves de pétrole que, voyez-vous? Mais le problème, c'est pas au niveau de la peau. Le problème, c'est au niveau de paradigme, de perception, comme vous le dites. Donc, ils ont dit, nous pouvons changer les déserts et en faire une ville touristique. Quelle est cette star du monde, qu'il soit, musicien, sportif, qui ne viendrait pas faire un tour à Dubaï? Bien sûr. Tout le monde va là-bas. Quand vous allez au mall de Dubaï, vous sentez l'opulence, vous sentez le sérieux. Ils ont apprivoisé la nature, carrément, ces gens. Ils ont apprivoisé la nature. Alors que 30 ans, 40 ans passés, on dirait que c'est impossible. Bien sûr. Mais ils ont rendu cela possible. Pourquoi? Vision, leadership. Est-ce que, parce que vous parlez du leadership, docteur, à quel niveau le leadership travaille? À quel niveau le leadership peut transformer une société? J'ai aimé ce que vous avez dit il y a 2 lundis. Oui. Je crois que je vous ai même appelé, malheureusement, vous ne m'avez pas pris au téléphone. Vous avez parlé de Bonzambe, Bokambi et Bokeli. C'était extraordinaire. Merci. J'étais très ému. Merci beaucoup. Oh, donc, on peut compter sur le Congo de demain. Merci beaucoup. À quel niveau intervient le leadership? Il ne peut pas avoir un véritable leadership s'il n'est né d'une vision. Qu'est-ce que nous pensons de notre avenir? Pour nous, l'avenir, c'est quoi? Ce sont des chiffres 2025, 2030, 2040, ou bien nous avons une photo claire, une image claire de notre futur. C'est-à-dire, nous voulons être sains en tant que peuple, en tant qu'économie, nous voudrons être sains,
Nous voulons que le langage du Congolais soit comme celui-ci. Nous voulons que l'étudiant qui sort de l'université ait telle compétence. Nous voudrions que les prédicateurs congolais ne disent plus ceci parce que ça abrutue, mais qu'il insiste, qu'il place le curseur sur cet aspect de la parole de Dieu parce que ça aide le Congolais à devenir meilleur, à aimer Dieu, à aimer son peuple, à aimer son prochain, ainsi de suite. Nous voulons que la politique soit perçue comme ceci. Maintenant que nous avons une vision claire, voilà ce que nous voulons devenir dans 25 ans, nous revenons en 2022. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour aboutir à cela? Ce qui nous manque pour aboutir à cela, c'est ça. Est-ce que nous pouvons les créer? Oui, nous pouvons créer ceci, cela, mais ça, on ne peut pas créer parce que nous n'avons pas les moyens. Ok, nous n'avons pas les moyens d'avoir ça comme compétence, ça comme ressource, mais est-ce que sur la terre, il y a un autre peuple qui dispose de cela? Oh oui. Entretenons des relations intelligentes avec ce peuple-là pour avoir ce que nous voulons avoir. C'est ce que le roi Salomon a fait. Beaucoup de gens parlent seulement du temple du roi Salomon, mais beaucoup ne savent pas que la main d'œuvre pensante pour la construction de l'architecture du temple du roi Salomon, c'était venu de Tyr avec le roi Hiram, à qui Salomon a écrit une lettre pour lui demander en disant, toi tu sais comment le faire, ton peuple sait comment construire, envoie-les-moi pour construire. Donc déjà aujourd'hui nous comprenons que ici donc il nous faut une forte diplomatie, une diplomatie intelligente et stratégique. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'être amis de tout le monde, mais nous avons besoin d'être amis de ceux qui peuvent nous accompagner à être cette nation puissante que nous voulons être au centre de l'Afrique d'ici 20 ans, d'ici 25 ans. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'université? Non, ce qu'il faut attendre de l'université, c'est que l'université congolaise devienne ça. Qu'elle ne soit plus juste un lieu où on va se procurer d'un papier qu'on appelle le diplôme, mais qu'elle soit plutôt le lieu de transmission des connaissances et des compétences. Parce que le problème avec nos universités, on nous donne des connaissances, mais pas des compétences. Alors, comment on fait pour avoir la compétence? Parce que c'est des questions simples que les gens devraient savoir. On en parle très souvent, connaissance, compétence. Mais c'est quoi la différence entre la connaissance et la compétence? Voilà. Connaissance, c'est ce que tu connais. Oui. Elle peut te servir à quelque chose ou à rien. Mais les compétences, ce sont les connaissances qu'il te faut impérativement pour la tâche qui t'a été assignée. Donc des aptitudes. Des aptitudes. Okay. Maintenant, ces compétences sont communiquées ou transmises en fonction des besoins. Ce qui fait que l'université ne soit plus un luxe pour les jeunes gens, mais l'université devient maintenant une nécessité parce que les routes qu'on veut construire, pour les apprendre, il faut aller à l'université. Voyez-vous, les types de juristes qu'on veut avoir, il faut aller à l'université. C'est-à-dire, l'université dont vous parlez, c'est le lieu du savoir. Pas forcément l'université dont on fait. Sinon, les gens risquent de croire que les instituts supérieurs, les écoles professionnelles ne sont pas importantes. C'est le lieu de savoir dont vous parlez. Très bien, merci. D'ailleurs, quand vous parlez des instituts, donc quand je dis l'université, c'est le lieu du savoir. Cette université doit donner des juristes, doit nous donner des maçons, des plombiers, des carreleurs. Parce que ce que la Chine est aujourd'hui, c'est aussi parce que la Chine, en termes de connaissances, a placé le curseur sur les manuels, les travaux manuels, les technicités manuelles. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez affaire à un mécanicien. Papa, quand vous voyagez d'ailleurs, vous avez affaire à des mécaniciens. Ah ben oui, hein. Quand ils vous demandent $500, vous payez. Ah ben bien sûr. Parce que vous sentez, il a appris. Vous comprenez? Il a appris, il sait vous faire des prévisions. Alors, oui, docteur, je voudrais qu'on évolue. Docteur, toujours dans le cadre du leadership, vous êtes là et vos lunettes sont très belles. Mais imaginons que les mêmes lunettes que vous avez dans une vitrine et on vous dit, monsieur Silas, ces lunettes ont été fabriquées par les Congolais et on vous dit, ces lunettes sont fabriquées par les Turcs. Pourquoi vous allez tout de suite choisir les lunettes turques, même si c'est la même chose, c'est la même couleur? Pourquoi? Est-ce que c'est... Parce qu'on m'a plus vendu les Turcs que les Congolais. On a plus fait la sublimation de l'autre que de soi. D'accord. On a plus dit que les savants, c'est l'autre. C'est pas le soi. Voilà pourquoi on peut dépenser autant d'argent pour faire venir un professeur venant de la Suède ou du Danemark qui ne peut même pas communiquer comme un chef de travaux de Mbandaka ou du Diofa. Mais le problème, son péché, c'est que lui, il est congolais et l'autre est étranger. Mais est-ce que ça ne s'assoit pas sur quelque chose de beaucoup plus fondamental? Ça s'assoit beaucoup plus fondamental. Et là, parce que nous n'avons pas réussi à éradiquer, à extirper cette mentalité qu'on nous a laissée. Et c'est la réponse.
Je vous donne une anecdote. Quand à l'époque coloniale, tu commets un bévue, tu commets un crime ou bien tu as un comportement un peu révolutionnaire vis-à-vis du colon, il te punit. Tu sais où qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie chez toi au village. Ton village devient ta prison. On appelle ça relégation. Donc quand tu es relégué chez toi n'est plus chez toi. Chez toi devient maintenant désormais comme une prison. Une prison. Du coup, tu es chez toi. Oui. Tu détestes chez toi. Oui. C'est comme quelqu'un qu'on place en résidence surveillée. Ta propre résidence n'est plus ta résidence, même si villa soit-elle. Oui. Ton jacuzzi, consort, ce n'est plus parce que ça devient maintenant une prison qui ressemble à ta maison. Les Blancs savaient ce que cela aura comme répercussion. Oui. Vous comprenez? Quand il enseigne aux enfants, il montre aux enfants qu'il y a beaucoup de choses à changer ici et chez lui tout est parfait. Chez lui tout est bon, chez lui tout est parfait. C'est comme France Fanon qui dit les méthodes colonialistes, c'est pour vider les cerveaux, tordre l'histoire, vous faire haïr vous-même et même votre histoire. C'est là où j'ai dit toujours, une véritable colonisation ne s'obtient pas, décolonisation ne s'obtient pas par des marches ou par des discours. C'est une entreprise savante. Il faudrait que ceux qui veulent s'émanciper soient au moins plus intelligents que ceux qui les ont colonisés. Oui. En 1800, je crois, au début des années 1800, il y a un premier ministre britannique, Benjamin Disraeli. Il était juif d'origine. Benjamin Disraeli, c'est parmi les meilleurs. Hein. Donc, dans l'histoire des premiers ministres, outre Churchill, il y a Benjamin Disraeli, qui travaille pendant plusieurs années avec la reine Victoria. Et c'est durant cette période que la Grande-Bretagne est en train de tendre son empire, son hégémonie. Alors, on nous fait des rapports. La reine dit, ah, c'est bien, on gagne du terrain. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, monsieur le Premier ministre, que demain, le colonisé d'aujourd'hui se révolte contre nous et qu'il se tourne contre pour nous faire du mal? La réponse, Bossembe, c'est extraordinaire. Okay. Écoutez, il dit, non, ma majesté, ne vous en faites pas. Nous travaillons de manière à sec. Même quand ils seront libres, ils continueront à dépendre de nous. Ce qui signifie, il n'y avait pas seulement un pillage des ressources naturelles, mais il y avait aussi un processus d'aliénation. D'aliénation, de destruction des neurones. Destruction des neurones. Oui, on vous détruit. Vous ne vous aimez pas. D'accord. Et quand on ne s'aime pas, on le montre à quiconque vous ressemble. Bien sûr. Comme je suis noir, je ne m'aime pas, alors je déteste tous les noirs. Oui. Et aujourd'hui, plus ça a pris du temps, c'est devenu presque génétique. Oui. Vous avez certainement suivi une vidéo où on montre aux enfants noirs de choisir des poupées blanches ou noires. Tous les enfants, ils ont choisi la couleur blanche. Les filles ont choisi la couleur blanche. Oui. Ça dit que ça devient presque génétique. Pourquoi? Parce que les parents ont entendu cela, c'est resté dans leur imaginaire. Avec le temps, ça se transmet de génération en génération. Ouais. Donc, il faudrait maintenant procéder à une véritable décolonisation. Et là, il faut être plus intelligent que le colon. Il faut être plus intelligent et c'est pas l'intelligence qui nous manque, mais la volonté de s'asseoir et de réfléchir, d'écouter ceux qui sont savants et de créer des cadres. Créer des cadres. Vous savez, l'un des meilleurs ouvrages que le Congolais, bon, toi et moi, on n'était pas encore nés, nous sommes en 1966, après l'accession de l'indépendance. Le professeur Fema Bika Kalanda, hein, c'est quoi son titre? La remise en question, ok? C'est un ouvrage qui a bousculé le pouvoir du maréchal Mobutu. C'est tout intellectuel africain à cette époque-là, hein, a cherché à lire. Il parlait la nécessité d'une décolonisation mentale. Le blanc est parti, mais il est resté dans notre cerveau. Bien sûr. Voilà pourquoi le pasteur blanc, c'est celui qu'on respecte. Ben, je veux dire, on reproduit le système colonialiste sans les avantages de ce système. Sans les avantages, c'est-à-dire les Minzo et les Mikungu qu'un Libanais prépare, on croit que c'est meilleur que celle que la maman prépare. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, tout ça nous place dans une situation de subordination, dans une situation où nous continuons à penser par procuration, à réfléchir par permission. Mais aussi longtemps que nous ne serons pas réfléchis par nous-mêmes, nous ne deviendrons pas la Turquie de l'Afrique, nous ne deviendrons pas l'Indonésie, le Singapour de l'Afrique, nous ne deviendrons pas la Chine de l'Afrique. Surtout pas le Dubaï. Nous ne deviendrons pas le Dubaï de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons la haine contre nous-mêmes. Alors, alors, docteur, je veux qu'on évolue encore, on entre en profondeur. Je n'ai jamais entendu Congo, Europe,
ou Congo-Asie. Mais j'entends toujours Dubaï-Afrique, Turquie-Afrique. Mais, et puis, malheureusement, dans Même Brésil-Afrique. Brésil-Afrique. Et ce que je comprends pas, c'est les présidents qui vont dans ces conférences-là. Comment voulez-vous que les gens vous respectent si Dubaï peut déjà réunir? Comment sommes-nous arrivés là? Quand vous demandez au Yémen, vous demandez à la Tunisie, à l'Égypte, qui sont aussi des pays arabes, d'aller à Dubaï, beaucoup d'entre eux vont murmurer. Bien sûr. Vous comprenez? Au fait, les relations internationales sont avant tout un rapport de force. Ok? Tu peux beau refuser. Mais écoute. Les contraintes. Tu n'as rien. Bien sûr. Tu vois? Tu peux bien dire à ton voisin, je lui demande pas, je lui demande pas. Mais l'enfant, la fièvre ne fait qu'augmenter, monter. Là, tu vas demander. Tu vas aller demander. Au fait, c'est là le problème des Africains. Penser par soi-même. C'est-à-dire, les Blancs est parti, mais 60 ans après, on se rend compte que les Tards sont encore là. Il faudrait maintenant une décolonisation mentale. Et dans cette décolonisation mentale, l'Église a un grand travail à faire. Et c'est de ça qu'on va parler. Voilà. L'Église a un grand travail à faire. Pourquoi? Parce que l'Évangile consiste en la libération de tout l'homme et de tout homme. C'est-à-dire libérer l'homme sur le plan spirituel, libérer l'homme sur le plan mental, libérer l'homme sur le plan sociétal. Vous comprenez? Que l'homme soit maître de soi-même. Que l'homme ne soit redevable qu'à Dieu et aux institutions que Dieu a reconnues ou bien Dieu a placées. Alors, c'est quoi la responsabilité de l'Église aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que nous sommes en train de vivre une époque de révolution naturelle des choses, où l'ordre des choses se bouscule, où les grands sont en train de tomber, le vieux système sont en train de se découdre, et qu'une renaissance est impérative maintenant? Une renaissance est impérative, c'est vrai, parce qu'il y a un nouvel ordre. Bien sûr. Sur le plan religieux, politique, international, économique, qu'on sort. Mais ceci peut amener à une situation de chaos si l'alternative n'a pas été pensée en amont. La préparation. La préparation. Si ça n'a pas été pensé en amont, c'est très dangereux. Donc, il vaut mieux les statu quo que de démanteler que le chaos, oui, bien sûr. Il vaut mieux un statu quo que les chaos qui résultent de la chute d'un système que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas planifié la chute. Donc, il faudrait qu'un système remplace un système. Il faudrait qu'une situation remplace une autre situation. Mais la situation remplaçante doit être pensée au préalable pour qu'elle soit meilleure, afin de ne pas ramener les gens dans la nostalgie. C'est comme ça que vous allez entendre, quand les Blaise étaient encore là, à l'époque de X pouvoir, à l'époque de X ceci. Pourquoi? Parce que nous avons dit, quand les Blancs, on disait que avant l'Ipanda, tout ça qui n'a pas bien. Tout ça qui n'a pas bien. Quand Mobutu est arrivé, tant la colonisation, tout ça qui n'a pas bien. Et quand Kabila est arrivé, tant Mobutu, on était bien. On était bien. Maintenant, quand Kabila est parti, tant Désiré, tout ça qui bien. Maintenant que Kabila est parti, Félix arrive. On compare. Quand Mobutu, quand Kabila était là, on était bien. Mais finalement, on sera bien quand? Parce que la plupart de ces changements sont arrivés sans nous. Nous avons subi, nous avons observé ces changements. On ne les a pas préparés. Et pour se préparer, il faudrait avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut remplacer? Qu'est-ce que je vais changer dans ces studios? Qu'est-ce que je vais remplacer? Donc, si un changement arrive sans vous, il finit toujours contre vous. Ça, c'est un principe Bossembe. Quelqu'un qui change tout pour toi, sans ton implication, il le fera contre toi. Et ça, le peuple africain et le peuple congolais doivent le savoir. Sinon, nous allons continuer à manquer des rendez-vous, à manquer des rendez-vous. Il faudrait qu'on se prépare. Voyez-vous? La Chine que vous voyez aujourd'hui s'est préparée. La Turquie s'est préparée. Les autres se préparent. Nous aussi, nous devons préparer. Pourquoi? Parce que les relations internationales, je disais, c'est avant tout un rapport de force. C'est pas parce que vous avez un grand territoire que les autres ont un petit territoire. Non, non. La puissance est d'abord dans les soft power. Dans les soft power. Votre manière de réfléchir, le paradigme que vous annulez et les autres que vous placez. Et là, maintenant, j'invite le pasteur que nous sommes, puisque nous sommes dans un pays sociologiquement trop religieux. Ce qui donne au pasteur un certain pouvoir. Oui. On vous écoute mieux que les professeurs, que les politiciens. Voilà. On vous écoute mieux d'ailleurs. Ce qui devient à la fois un avantage, mais une grande responsabilité. Qu'on ne dise pas demain que Bato Babomimboka. Et que demain qu'on n'ait pas un pouvoir qui soit totalement hostile à l'église et qui dise, allez, enfermez-moi ces gens-là, mettez-les de côté. Oui, parce que ce que vous faites aussi, docteur, c'est quand même assez grave. Je voudrais pas vous amener dans ces polémiques, mais si vous le permettez, qu'est-ce qu'un pasteur doit véritablement prêcher? Parce que là, on a parlé du message, mais qu'est-ce que le message? On a parlé, pardon, du messager, mais quel est le message qui nous convient en ce moment? Quel est le message libérateur aujourd'hui? L'amour et le travail. Ah. L'amour
vis-à-vis de Dieu, l'amour vis-à-vis du prochain, ce qui inclut le patriotisme. Exactement. Ce qui écrit l'amour pour sa nation. Deuxième chose, c'est le travail. Le travail, c'est la preuve que vous savez qu'il y a un Dieu qui vous demandera des comptes des mains et vous avez l'obligation de transformer ce qu'il vous a donné en les rendant meilleurs, consommables et vendables, commerciables. Donc, on doit prêcher le travail. Le travail et l'amour. Et quand on prêche le travail, c'est là où on se rend compte qu'il faut des compétences. Encourager les jeunes chrétiens à aller à l'école, à aller apprendre. Dans une prédication, j'ai suivi, vous avez dit que le travail devrait, c'est vous qui le dites d'ailleurs, on doit vouer un culte au travail. C'est-à-dire, le travail pour les enfants de Dieu doit être un culte. Et pour la nation tout entière, une culture. Vous comprenez? Or, nous-mêmes, nous ne voulons pas travailler, mais nous voulons consommer. La Bible dit, celui qui ne mange pas ne travaille pas. Ce qui signifie aussi quelque part, ce que tu manges sera tributaire à la qualité de ton travail. Tu vas améliorer ce qu'il y a dans ton assiette, améliore ton travail. Mais comment améliorer ton travail si tu n'améliores pas tes compétences? Et comment améliorer tes compétences s'il n'y a pas de cadre d'acquisition des compétences? Donc, vous voyez que c'est une longue chaîne. Oui. Mais l'Église doit prêcher l'amour. Quand on prêchera l'amour, on pensera moins au diable. Quand on prêchera l'amour, on pensera à l'autre, au prochain. Quand on pensera à l'amour, on pensera aux générations prochaines. Et le travail, c'est dans la transformation. Si je peux dire un peu, dubaïser notre Kinshasa, dubaïser notre Congo, les rendre viables et que les gens disent, waouh, ces gens-là n'avaient pas que le coltan, le cuivre et consorts, ils ont aussi des têtes. Alors, docteur, on va terminer parce que vous parlez du message, l'amour. Moi, je vais bien retenir l'amour. Je voudrais vous poser la question par rapport à votre expérience. Qu'est-ce qui fait que quand un Chinois vient ici, 2 mois, 3 mois après, il appelle un autre Chinois. Quand un Libanais vient ici, 2-3 jours après, c'est un autre Libanais qui vient. Et après, à un moment donné, c'est eux qui ont les grands restaurants, les grandes alimentations. Ils vont même avoir les ciments, même avoir les sucres. En fait, ils veulent que l'argent. Et puis, on a remarqué que pour que l'argent quitte le cercle des Libanais, en tout cas, il faut que cet argent tourne plus de 98 fois. Et puis, peut-être, ça sera à la banque et c'est à vous d'avoir ça après. Mais une fois que l'argent rentre dans la communauté des Congolais, ça sort rapidement. La communauté. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on n'a pas enseigné aux Congolais d'aimer les Congolais et d'aimer le Congo. Oui. On n'a pas enseigné, au fait, on a dit aux Congolais, il faut faire très attention à son état d'âme. Nous avons une spiritualité très superstitieuse. Une spiritualité qui nie toute rationalité. Et pourtant, Dieu lui-même est rationnel, bien qu'étant spirituel. On a créé une spiritualité qui voit chez l'autre l'incarnation du diable, qui voit chez l'autre l'incarnation d'un danger. Et ainsi, on ne peut donc pas aimer. Je serais prêt à être sur un plateau X que d'être chez Bossembe, à Narosalaye. Vous comprenez? C'est quand même bizarre. Voilà. Non, yamba docteur te dit, sinon Narosalaye, azoya na Congo bese na boye Narosalaye. En fait, nous n'avons pas la culture de sublimer le nôtre. Oubliant que donner chez l'autre, que se construire aussi chez l'autre. Donc, il faudrait maintenant faire comme d'autres nations. Par exemple, vous terminez les études. L'État vous subventionne pour créer des entreprises, mais il y a une condition, que vous soyez à 3 ou à 4. Bien sûr. Enlever la plupart des devoirs que les enfants font à l'école, où ils sont obligés de faire les examens comme ça. Mais ça, c'est déjà cachant. Oui. On sait ce que tu te rappelles. Oui, bien sûr. J'imagine déjà quelqu'un d'intelligent comme toi, on devait tailler parce que tu cachais tes réponses. Alors qu'en Chine, c'est pas le cas. On donne les enfants des devoirs en groupe. Oui, bien sûr. Laisser les autres réfléchir en groupe. Maintenant, chez nous, c'est le contraire. Quand on est seul, on est savant. Quand on est en groupe, il n'y a pas de résolution. Il y a raté. Il reste imbatté. Pourquoi? Parce que on nous a pas appris à réfléchir en groupe. Collectivement. Mais est-ce que, docteur, vous trouvez pas que vous dites là, c'est quand même fondamental, ça doit commencer au niveau de la base? Oui. Enseigner là. Parce que ça sert à rien de demander aux enfants de cacher les réponses, alors que demain, ils vont travailler collectivement. Voilà. Je comprends, c'est contradictoire. Vous leur demandez de remonter l'entreprise collectivement, ils sont pas prêts. C'est-à-dire, comme moi, je ne suis pas là-bas, je ne donne pas ma meilleure idée. Oui, parce que, j'ai la clé, mais je ne leur donne pas. Voilà, même les politiciens, vous entendez. Il a la solution, mais il attend que l'autre échoue pour dire, moi, j'avais l'idée. J'avais l'idée. Donc, ça vient de là. Ça vient de là. C'est là où j'ai dit, il faut changer nos paradigmes. Que l'intelligence ne soit plus qui est le meilleur. En sortir ces histoires de les premiers de la classe, les derniers de la classe. Soyons maintenant la meilleure classe. Oui, la meilleure classe. Voilà. La meilleure promotion. La meilleure promotion, ainsi de suite. Penser ensemble, réfléchir ensemble. Vous aussi, dites-nous bien, quand vous dites vous serez la tête et non la queue. Le chrétien, pour lui, être la tête et non la queue, ça veut dire être les chefs, hors la loi. C'est-à-dire, c'est ce qui doit être la tête. Oui. En fait, nous avons une mauvaise perception des choses. Vous comprenez? Et nous nous battons pour atteindre ce fossé. Oui.
Il est responsable de tout, il est responsable de rien. Voilà. Il est souverain de tout, en tout cas. Il est souverain, il mais a jamais des comptes à responsable. rendre à personne parce qu'il est la tête. Ah ouais. Il oublie qu'être la tête, C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Hein? Donc, les bras ou les pieds diront, oh, bon, nous, on peut se reposer, mais la tête n'a pas le droit de se reposer. Exact. Les pieds prennent la direction que la tête choisit. La main ne peut pas prendre ce que la tête n'a pas choisi. Il y a une vraie complémentarité. Une vraie complémentarité. C'est ça un corps. Penser la nation en termes de corps. Créer une sorte d'orchestration de compétences et de savoir. Sortir des guerres stériles. Ah, des guéguerres, on va Sortir, mettre fin à ces guerres de clans, ces guerres d'obédience, parce que nous avons une société à construire. Oui. Nous avons une nation à léguer aux enfants. Et nous avons une nation à créer qui crée la dissuasion, qui fait peur aux voisins en disant on n'aime pas le Congo, mais on ne peut pas s'hasarder parce que sa force de frappe, elle est assez forte. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on n'attaque pas le Rwanda comme vous voulez. Oh, papa. Vous n'osez pas, hein, même si c'est un petit pays, mais en tout cas, vous réfléchissez par deux fois. Papa, Ouais. la puissance se construit. La puissance n'est pas un don de Dieu. La puissance, ça se construit. Ça nécessite une vision et un leadership, un accompagnement national. Au Rwanda, j'ai été il y a quelques mois pour des moments de prière. Vous savez, vous posez la question à un Hutu ou à un Tutsi, vous dira je suis Rwandais. Parce qu'ils ont compris ce que cette Division les a coûté. les a coûté. Mais nous, on est encore dans Yabiso Tour Yabiso. Songolo Pakala. Muyindibu, Mutetela, Muyombe, Mukongo, Muluba, ainsi On est de encore suite. là. On est encore là. Alors qu'on a vu déjà les leçons. Vous voyez, pourquoi voulez-vous subir les conséquences avant de tirer les leçons de ce que les autres ont déjà eu à tirer? Que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Sénégal et autres. Ce sont des pays qui ont décidé de mettre du sérieux dans ce qu'ils font. Vous comprenez? De mettre du sérieux dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on peut ne pas les aimer, mais on les respecte. Alors, vous regardez l'air policier, comment ils sont habillés. Écoutez, vous sentez qu'il y a du sérieux. Pasteur, on va se lever pour terminer cette émission, mais avant de la terminer, deux, trois petites questions. La première, c'est qu'est-ce que nous avons de particulier, nous le Congo, que les autres n'ont pas et sur lequel nous pouvons rebâtir ce pays et le placer au sommet de l'Afrique? Notre jeunesse. Nous avons une population très jeune. Notre espace, très riche, et notre diversité. Notre diversité, tant sur le plan ethnique, culturel, ainsi de suite, ça constitue pour nous un atout. Un atout que l'on doit nécessairement exploiter, mettre à profit pour que les autres parviennent à nous respecter. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Les pasteurs se rentrent dedans. Le pasteur Moïse Mbié, pour le citer, s'est préparé pour sortir, pour larguer Satan 2. Mais malheureusement, il n'a pas prononcé s'attendait. Bon, les gens ont dit qu'il s'attendait qu'il allait larguer, mais après il s'est retiré. Il y a le pasteur, le prophète Joël Tatou, qui depuis un certain temps, on le voit sur scène dans beaucoup d'autres choses, comme la dernière fois, il a livré un combat avec l'esprit au point de donner aux faux esprits qui habitaient un corps des doubles, des pattes, ainsi de suite. Et vous avez le pasteur Moïse, le pasteur Kalambay avec la sextape et tout ça. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous étonne? Ou est-ce que ça confirme la parole de la Bible? Ou tout simplement, c'est des petits détails dans l'histoire que nous pouvons vite passer? Je ne vais pas dire des petits détails parce qu'il y a des sensibilités qui ont été lésées. Je ne peux pas minimiser jusqu'à ce point. Tous les jours, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour mes frères. J'ai prié pour moi-même et pour beaucoup d'autres. C'est vrai qu'un scandale est scandale parce que c'est apparu aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, Dieu juge d'abord les mal, Dieu juge d'abord les péchés. Je bénis Dieu parce qu'il y a des démarches qui ont commencé à être menées depuis un temps, et par nos pères, et par beaucoup d'autres pasteurs, pour que pareilles choses ne se répètent pas. Et c'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel aux hommes de Dieu que nous sommes, à beaucoup de retenir, à considérer d'abord l'intérêt de Christ, mais par la suite, l'intérêt de l'Église, corps de Christ, pour ne pas nous-mêmes nous jeter en pâture de cette manière-là, pour que nous soyons jugés comme des parias, ce qui n'est pas digne de nous, et aussi dire que c'est 1er avril,
au carrefour de Gênes, nous organisons une journée de prière, de repentance, de recommandations de nos vies entre les mains du Seigneur et aussi prier pour l'église que nous sommes. Ça sera au mois d'avril. Ça sera le 1er avril, le vendredi, au carrefour de Gênes à 8h. Alors, vous aurez une minute pour en parler tout de suite, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer une école, je sais pas si je dois l'appeler ça comme ça, un courant de formation de jeunes pasteurs, de ceux-là qui veulent, qui aspirent. Parce qu'aujourd'hui, si vous rencontrez un petit de 15 ans, 18 ans, il te dit, Mosakoli, Naza Mosakoli. Tous veulent être un Thomas. J'ai vu même un garçon de 20 ans, il dit, il est un Thomas. Il est déjà un Thomas. Est-ce que cette course vers le titre, vers la gloire, est-ce que ce n'est pas ce qui les précipite? Parce que finalement, ils arrivent à un moment donné, ils ont l'onction, mais ils n'ont pas l'éducation et la formation nécessaire. L'éducation vient avant l'onction. Le caractère maintient l'onction. Donc l'onction n'est pas ce qu'il faut impérativement avoir auparavant. Parce qu'on peut perdre son onction par manque de caractère, par manque de formation. Les écoles, il y en a quelques-unes. Moi, ça fait 14 ans que je dirige une école de Bible Training Center, une école de formation en théologie. Voyez-vous? Et ma prière est que des écoles pareilles se multiplient. Vous enseignez les caractères? J'enseigne les caractères, l'éthique, la déontologie, l'exégèse, le leadership, et j'enseigne même, ça c'est une particularité qu'il y a dans notre école, le protocole ministériel, les non-dits du ministère. C'est-à-dire des choses qu'on ne souhaiterait pas avoir, mais une fois qu'on les a, comment les gérer? Les cas de divorce, on les gère comment? Les cas de scandale, comment on les gère? C'est beau. On peut suivre dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, mais comment les gérer? Voilà. Très bien. Alors, parlons de votre journée. Ça sera le 1er avril. Le 1er avril, de 8h à 14h, au carrefour de Gênes, nous, pasteurs, nous serons là, en train de prier, implorer la miséricorde de Dieu, implorer le pardon de Dieu, nous réconcilier avec Dieu, parce que le problème, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Ce qu'on ne voit pas est plus énorme, plus grand que ce que nous voyons. Le mal, ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais au fond, nous avons tous déplu à Dieu. Notre prédication, notre manière de faire les choses n'ont pas forcément plu à Dieu. Et nous avons besoin en toute humilité, comme le dit des Chroniques chapitre 7, verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se répand de son mal, je guérirai son pays. Nous voulons que Dieu guérisse l'Église. Il n'est pas normal que l'Église soit insultée par des musiciens qui, du reste, ont brillé dans l'immoralité qu'on sort, et des gens qui parlent de l'Église avec autant de dédain. Et pourtant, cette Église n'a pas que les mal. Cette Église a aussi beaucoup de bien. Qu'on a refusé de voir. Qu'on a refusé de voir. Voilà pourquoi nous voulons nous remettre en cause. Ça sera lundi. Ça sera vendredi. 1er avril. Vendredi 1er Vendredi avril. 1er avril. De 8h à 14h au carrefour de Gênes. Carrefour de Gênes. Seulement les pasteurs. C'est où? Matongué. Ah, seulement les pasteurs. Seulement les pasteurs. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, ils peuvent vous contacter? Oui, ils peuvent nous contacter au plus 243 81 165 28 89. Plus 243 81 165 28 89. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Moi, ça a toujours été un grand honneur de présenter, de tourner et surtout de recevoir le pasteur. Nous nous excusons pour cette qualité. Vous voyez qu'il peut se faire que vous voyez un peu de chaleur ici. Parce que l'entreprise, la société qui devrait nous donner l'électricité, non seulement elle ne nous donne pas, mais elle nous fait payer pour ce que nous ne consommons pas. Et c'est quand même assez grave et c'est difficile. Donc, mais nous continuons à travailler et espérons qu'ils vont s'améliorer. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec le même plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, d'Aïma
Isa.